Shalom à tous. On est très heureux de se retrouver avec le docteur Tamar Isabelle Machado-Recanati. Et on te retrouve cette fois dans ton élément, puisque tu vas nous parler de la musique pendant la Shoah, la propagande Le nazie. Troisième Reich. Voilà, Bechavod. Alors, d'abord, une petite excuse. Je n'ai pas le PowerPoint en français. C'est sur un disque on key qui ne marche pas. Je n'ai pas réussi à le faire marcher. Mais il y a très peu de choses écrites. Donc, ce n'est pas un problème. Et de toute façon, le peu qui est écrit, je vais le traduire. Donc, aujourd'hui et la semaine prochaine, on va rentrer dans un sujet qui pose un grand problème, beaucoup de problèmes. Et on va parler de ces problèmes-là. On va parler de l'utilisation de la musique par les Allemands. Alors aujourd'hui, au niveau de comment ils l'ont utilisée pour le pouvoir et la propagande. Et pour comprendre l'utilisation que les nazis ont fait de la musique pendant qu'ils étaient au pouvoir, il faut d'abord comprendre savoir deux choses très importantes. D'abord, ce n'est pas les nazis qui ont inventé ça. Déjà avec les églises et évidemment les grandes cours en Europe pendant les 2000 dernières années, la musique a toujours été utilisée, les arts ont toujours été utilisés comme moyen de propagande, comme moyen de faire véhiculer des sujets, des motifs, des sujets de propagande. Et aussi bien l'Église catholique qu'après l'Église protestante. Et un de ceux qui vont utiliser, qui comprennent le pouvoir de la musique pour véhiculer des idées, c'est effectivement Luther et ceux qui l'entourent. Luther qui va prendre des chants folkloriques allemands et qui, sur ces chants folkloriques, va mettre des paroles de ces dogmes, et ça va devenir entre autres le choral de l'Église luthérienne. Et lui et d'autres gens autour de lui vont dire une prière chantée, c'est une prière qui est dite deux fois. D'accord? C'est pour dire à quel point il pense effectivement qu'il y a une très grande importance à la musique au sein de l'Église. Et il va dire effectivement lui aussi que le chant dans l'Église n'a d'importance que si ce chant sort de l'Église pour aller aussi dans les cuisines, dans les champs, dans les ateliers, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important de le comprendre. La deuxième chose qui est très importante de comprendre, c'est qu'en Allemagne et en Autriche, la musique a toujours eu, à partir de la Renaissance, donc à partir plus ou moins effectivement de la période de Luther, la musique a toujours eu une très, très grande place au sein de la vie et de l'éducation des jeunes et des gens. D'accord? La musique est jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, la musique est une matière obligatoire au bac. D'accord? Donc, tous les élèves doivent faire de la musique. Et puis, c'est évident que quand on regarde les noms des plus grands compositeurs, aussi bien de toute la musique occidentale, on retrouve parmi les plus grands compositeurs des compositeurs allemands et autrichiens. Donc ça ne fait aucun doute. Et ce qui fait dire à Goebbels en particulier, mais pas que lui, que la musique est le plus allemand de tous les arts. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose qui est très, très, très importante de comprendre et de retenir. Ensuite, il y a un troisième élément. À partir de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, les Allemands, vous savez que l'Allemagne, depuis 1648, depuis la fin de la guerre des 30 ans, l'Allemagne est divisée en plein de petits pays, en plein de petites principautés ou républiques, etc., etc. Or, à partir de la Révolution française et des guerres napoléoniennes, les Allemands rêvent de réunifier leur pays. Et en fait, ils n'y arrivent pas. Et quand ils vont y arriver, en 1870, ils vont y arriver, mais c'est la Prusse qui va faire l'unification de l'Allemagne, ce qui va beaucoup déranger un certain nombre de personnes. Et donc, 70 ans, ça va leur sembler très long, entre le moment où ils veulent arriver à l'unification et le moment où ils y arrivent. Et donc, il y a déjà, surtout dans les universités, surtout l'intelligentsia allemande, qui va dire, si on n'arrive pas à faire l'unification politique de l'Allemagne, alors
il faut penser à l'unification de l'Allemagne dans d'autres termes. Et ces autres termes, ça va être évidemment des termes culturels. Alors, si on n'arrive pas à le faire au niveau politique, alors il faut voir qu'est-ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est la langue, c'est le paysage, c'est le sang. Et voilà que pour la première fois, on va parler de l'allemagneuté, si vous voulez, de ce qui est allemand, en termes non seulement de culture, mais de sang. D'accord? Et à la même époque, on retrouve des Kitvehet au milieu du 19e siècle, on retrouve les Kitvehet qui datent de la période pré-chrétienne en Allemagne, de la mythologie allemande, d'accord? Ce qu'on appelle les histoires des Nibelungen. Et donc, ces intellectuels allemands vont dire, mais voilà, ça, en fait, c'est notre histoire. De la même manière que les Grecs ont une mythologie, de la même manière que les Romains avaient une mythologie, eh bien, voilà, nous aussi, nous avons à quoi nous référer. Voilà ce qui est, en fait, ce qui doit être notre modèle, d'accord? Ce à quoi nous devons nous référer. Et à la même époque, et là je vais aller très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, à la même époque, Schopenhauer, qui était un philosophe, fait une sorte d'échelle, et sur cette échelle, il place les arts. En bas, il place les arts les plus pratiques. Par exemple, l'art le plus pratique, le moins spirituel à ses yeux, c'est l'architecture, parce que quelle que soit la beauté d'une structure architecturale, il faut toujours savoir où sont les toilettes, d'accord? C'est-à-dire qu'un immeuble, quelque chose de construit, est toujours lié au corps. Et en haut de cette échelle, il va placer la musique, parce que la musique est l'art du temps. C'est un art qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir en un instant. C'est un art qui se développe. Et donc, pour lui, c'est l'art spirituel par excellence. Et il dit, nos politiques nous ont déçus, nos gens de religion nous ont déçus. En fait, ce qui va nous permettre de trouver notre voie, c'est les hommes d'art et en particulier les musiciens. Et c'est à cette époque que rentre Wagner en scène. Et Wagner est donc un homme de théâtre et un musicien qui ne va n'écrire que des opéras. Il écrit aussi les textes de ses opéras. Et la plupart de ses opéras, sauf deux, sont effectivement basés sur la mythologie allemande. D'accord? À cette époque aussi, naît un mouvement qui s'appelle le mouvement du peuple, le mouvement Völkisch, duquel va naître par la suite le mouvement nazi, et qui veut arriver à la pureté du langage allemand, à la pureté de la culture, et qui va vers une notion mystique du sang commun, d'accord? Et c'est là qu'ils disent effectivement le juif n'appartient pas, le juif ne peut pas appartenir. En fait, ce qui détermine une nation, c'est son lien avec la langue et avec le paysage. Or, le paysage du juif, c'est le désert, puisqu'il vient du Moyen-Orient. Donc, c'est un paysage qui est stérile. Le paysage de l'allemand, c'est la forêt. D'accord? Et ça va être repris évidemment par la suite. Pour vous donner un exemple, je vais vous donner une citation en 1911 de Thomas Mann. Thomas Mann, si vous le connaissez, c'était un homme... C'était un écrivain, une sorte de philosophe, un homme de théâtre, qui n'était pas juif, mais qui a dû fuir l'Allemagne en 1936 à cause de ses idées anti-nazies. Et en 1911, donc retenez bien la date, en 1911, donc bien avant la création du parti nazi, le parti nazi est créé en 1920, en 1911, il écrit à un ami à lui, et dans sa lettre à son ami, il écrit la phrase suivante. Les Allemands devront choisir entre Goethe et Wagner. On ne peut pas les deux ensemble et je crains qu'ils ne choisissent Wagner. Cette phrase est extrêmement intéressante pour plusieurs points.
Goethe, c'était un homme de théâtre et un homme de la période des Lumières, d'accord. Il est tout à fait dans la période des Lumières et le début du romantisme. Et si nous regardons au niveau politique, si nous devons le situer au niveau politique, on dirait que c'est un homme de centre. Wagner, par contre, c'est la deuxième moitié, et sa vie artistique, c'est la deuxième moitié du 19e siècle, surtout il s'est développé tardivement. Et si nous devions, c'est donc un musicien, un homme de théâtre, si nous devions le situer au niveau politique, nous dirions extrême droite. Maintenant, ce qui est très intéressant et ce dont je vous demande de vous souvenir, c'est que pour parler d'un choix politique, Thomas Mann, en 1911, prend deux personnalités du monde culturel allemand. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Je vous parie que si quelqu'un en 1911 avait voulu nous parler de la vie politique, d'un choix politique en France, il aurait pris deux personnalités du monde politique français. Parce que la France a déjà, en 1911, un passé politique très riche, alors que l'Allemagne n'en a pas. En Allemagne, la politique se fait, et c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre dans les minutes qui viennent de s'écouler, la politique se fait sur des rails culturels et non sur des rails politiques. Ce n'est pas un discours politique, c'est un discours culturel. La Révolution française est une révolution sociale, politique et sociale. La révolution bolchevique est une révolution politique et économique. La révolution nazie est une révolution culturelle. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre l'importance de l'antisémitisme dans cette révolution-là. D'accord? Donc, le parti nazi est créé en février 1920 et dès que les nazis créent leur parti, ils vont être actifs dès le départ au niveau culturel. D'accord? C'est extrêmement important de comprendre ça. OK? Et très rapidement, alors je vous passe les détails. Quand je dis qu'ils vont dès le départ être actifs au niveau culturel, par exemple, dès le départ, ils vont prendre contact avec la famille de Wagner, etc., etc. Je vous passe des détails. Par exemple, en 1928, ils vont créer ce qui s'appelle le Kampfbund für Deutsche Kultur. C'est une organisation pour la lutte pour la culture allemande. Et au sein de cette organisation, ils vont entre autres, ils vont faire beaucoup de choses, et entre autres, ils vont créer des orchestres avec beaucoup de musiciens qui n'ont plus de travail à cause de la crise économique de l'époque, mais évidemment des musiciens ariens, je vous rassure tout de suite. Ils vont donc créer des orchestres et des chœurs avec des musiciens ariens et ils vont envoyer ces orchestres dans toute l'Allemagne. Et avec des musicologues. Et ils vont donner des orchestres, des concerts de musique pure, avec en même temps des conférences pour expliquer ce que c'est que la musique pure et la musique impure. Je vais vous expliquer ça par la suite. D'accord? Et ça, il commence déjà en 1928. Par ailleurs, en 1932 apparaît, donc un an avant qu'ils accèdent au pouvoir, apparaît un livre qui va être le prototype d'un très grand nombre de livres, un livre qui s'appelle Musik et Race. Celui qu'il a publié, c'est un titre du nom de Eichenauer. Et donc, on a ce livre à Yad Vashem. Vous pouvez voir ici des exemples de pages intérieures de ce livre. Ce livre se divise en deux parties. D'abord, il y a une partie explicative dans laquelle on explique très longuement ce que c'est que la musique pure et la musique impure. Et dans la deuxième partie, il y a un lexique. Et dans ce lexique, il y a en ordre alphabétique toute une liste de musiciens juifs vivants avec leur carrière. D'accord?
genre, quand on arrivera au pouvoir, eh ben, vous êtes déjà listé. Et en fait, ce livre va être, donc je vous ai dit, le prototype d'un très grand nombre de livres, et le livre qui va faire fureur, sans jeu de mots, en Allemagne à l'époque, ça va être le livre de Guericke, qui était un très sale type qui a fait tout un travail très dangereux pendant le Troisième Reich. Il est mort dans son lit dans les années 70 sans avoir jamais été inquiété. Alors, et en particulier, il a écrit ce livre, Lexikon der Juden in der Musik, le lexique des Juifs dans la musique. C'est un lexique de 2500 noms de musiciens, la plupart juifs, de toutes sortes de musique, d'accord? La plupart, tous juifs, la plupart vivants, avec l'adresse, retenez bien, il y a l'adresse, d'accord? Nom, prénom, date de naissance, et puis toute la carrière et qui a aidé à arriver au poste dans lesquels ces juifs-là sont arrivés. En 1980, je crois, il y a une musicologue allemande qui a essayé de rechercher ces 2500 juifs, ce qui leur était arrivé, elle n'a trouvé que 180 qui sont sortis vivants de la guerre. Alors, voilà ce que je vous ai écrit. Pendant les années nazies, les élèves ne sont pas obligés de lire Mein Kampf de Hitler, mais par contre, ils sont obligés d'étudier les opéras de Wagner. Bon, alors ça, c'est quand, le 30 janvier 1933, nous voyons Hitler célébrant avec les Berlinois. Alors, dès que les nazis montent au pouvoir, la chasse aux juifs, aux musiciens juifs commence. Et donc là, je vous passe parce que, alors, dès qu'ils montent au pouvoir, mais immédiatement, ils ont 6 millions de chômeurs, d'accord? Au 30 janvier 1933, il y a 6 millions de chômeurs en Allemagne. Il faut bien se mettre dans la situation dont ils héritent à ce moment-là. Mais immédiatement, ils vont commencer ce que j'appelle à nettoyer la maison musicale allemande, d'accord? Alors d'abord, c'est nettoyer la maison, d'accord? Nettoyer ici et maintenant, nettoyer des juifs. Alors, la première chose qu'ils vont faire, vous savez que le 1er avril, il y a eu le boycott des magasins juifs. Le 7 avril 1933, apparaît, ils font voter, enfin, ils font paraître une loi qui s'appelle la loi pour la restauration de la loi civile, oui, voilà, c'est une loi qui est extrêmement importante et qui, en fait, c'est 1 an et demi avant les lois de Nuremberg, d'accord? En fait, tous les fonctionnaires de l'État doivent remplir un document attestant de leur arianité, si j'ose dire, je ne sais pas comment on dit en français, disons attestant de leur arianité et de celle de leur conjoint. Leur arianité, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils déclarent si leurs parents et leurs grands-parents sont juifs. S'ils sont juifs, dans les 6 mois, 1 an, ils sont fichus hors de leur poste. Or, en Allemagne, tous les conservatoires, les académies, la plupart des orchestres, la plupart des chœurs, les opéras et tout ça, tout appartient à l'État. D'accord? Donc, ça signifie qu'entre le 7 avril 1933 et en gros jusqu'à la fin de 1934, en dehors de quelques îlots, tous les musiciens juifs sont hors des fonctions musicales en Allemagne. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces musiciens juifs? Parce qu'à l'époque, les nazis ne veulent pas qu'il y ait des juifs qui crèvent de faim en Allemagne. Ça, c'est le sujet d'une autre conférence. Donc, parce qu'en fait, à ce moment-là, il y aura une espèce de contingence entre les intérêts juifs et les intérêts de la Gestapo. Donc, on va créer ce qui va s'appeler le Jiddischer Kulturbund, c'est l'organisation culturelle juive. Et à ce moment-là, il y aura des gens de théâtre et des musiciens juifs qui vont jouer que pour un public juif. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant, mais on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Donc, déjà, la première chose qu'ils font, c'est nettoyer le Mossad musical
allemand de tout juif à l'époque, dès 1933. La deuxième chose, parce que ça ne leur suffit pas, ils ont nettoyé l'ici et maintenant, d'accord? Au niveau physique, ils ont fichu tous les juifs dehors. Maintenant, il faut nettoyer au niveau historique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous montre à quel point l'antisémitisme allemand de l'époque nazie, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le rationnel, c'est quelque chose de complètement mystique et irrationnel. Et je vais vous donner un exemple, des exemples. Handel. Handel est un très grand musicien qui est né en 1685 comme Bach. Il est né d'ailleurs à 3 km de la maison de Bach et qui est mort en 1759. Alors avec Handel, ils ont deux gros problèmes. Le premier problème, c'est que Handel est né en Allemagne, mais que faire quand il avait 17 ans, il a quitté l'Allemagne, il est d'abord passé en Italie, et d'Italie, il est passé en Angleterre où il a vécu jusqu'à la fin de ses jours. Alors ça, déjà pour les nazis, c'est difficile à digérer. Comment on peut préférer l'Angleterre à l'Allemagne? Mais bon, alors on fait avec. Mais il y a un problème beaucoup plus grave que ça. Handel a écrit toutes sortes de musiques, mais Handel est surtout connu parce qu'il a écrit ce qu'on appelle des oratorios. Qu'est-ce que c'est qu'un oratorio? Un oratorio, c'est comme un opéra, c'est-à-dire que dans un oratorio, il y a des chœurs, un orchestre, des solistes, d'accord? Et il y a une grande différence, c'est-à-dire que les oratorios, ce n'est pas basé sur des histoires laïques, mais c'est basé sur des histoires religieuses et à 90% sur le Tanakh. Et qui dit Tanakh dit Am Israël. Ah ah! Effectivement, qu'est-ce qu'il écrit, Handel? Il écrit la sortie d'Égypte, il écrit Joseph et ses frères, Shaoul, Yiftach, Esther, etc., Yehuda Maccabi, etc., etc., etc. Ah ben ça, c'est gênant, parce qu'alors là, ils ne peuvent pas supporter ça. Donc, pendant les 12 ans qui vont régner en Allemagne et les 8 ans en Autriche, eh ben, il n'y aura pas les oratorios de Handel. Mais il y en a un avec lequel ils ont un énorme problème, et c'est le Messie. Alléluia, Alléluia. Je suppose que vous connaissez tous ça. Donc, avec le Messie de Handel, ils ont un sacré problème parce que tout le monde connaît ça et ce n'est pas possible de ne pas le faire entendre. Et le Messie, il s'agit de Jésus, mais d'un autre côté, c'est une idée juive, le Messie. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de, quand ils le jouent ou quand ils le font écouter à la radio, ce n'est pas le Messie de Handel, c'est le Führer de Handel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte jusqu'où on va. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, Mozart. Mozart est né en 1756 et il est mort en 1791. Qui ne connaît pas Mozart? Si vous allez en Chine, dans n'importe quel bled paumé, vous demandez à quelqu'un qui est Mozart, les gens savent. D'accord? Mozart, c'est une des personnes les plus connues dans le monde. Il a écrit, je ne crois pas qu'il y ait une personne qui ne trouve pas dans Mozart quelque chose avec lequel il peut se rattacher, une musique avec laquelle il peut se rattacher. Et entre autres, Mozart a écrit des opéras qui font partie du répertoire de toutes les maisons d'opéra du monde, et en particulier 3 opéras. Les Noces de Figaro, qui datent de 1785, Don Giovanni, qui date de 1787, et Così fan tutte, qui date de 1790. Alors, ça, c'est vraiment des opéras très, très connus. Ce qui fait le cœur des histoires de ces 3 opéras, c'est d'une part les relations entre l'aristocratie, la bourgeoisie et la paysannerie, et d'autre part le couple humain comme base de la société humaine. Alors, quels peuvent être les problèmes, quel peut être le problème des nazis avec ça? Eh bien, le problème des nazis avec ça, c'est cet homme que vous voyez ici en bas, Lorenzo da Ponte. Lorenzo da Ponte est né en 1749, il était prêtre à Venise
il aimait un peu trop les femmes pour l'église de Venise, donc il doit fuir Venise, il arrive à Vienne, et à Vienne, il devient librettiste de Mozart, c'est-à-dire que c'est lui qui va aider Mozart à écrire les paroles de ses opéras. Et voilà, et donc c'est comme ça que Lorenzo da Ponte est devenu très connu. Mais ça, c'est une partie de l'histoire, parce qu'en fait, Lorenzo da Ponte n'est pas né catholique. Lorenzo da Ponte est né juif, et quand il avait 14 ans, sa famille s'est convertie au christianisme, au catholicisme. Le fait que Lorenzo da Ponte soit né en 1749 et que donc sa famille se soit convertie en 1763, c'est-à-dire 150 ans avant qu'eux montent à pouvoir, les nazis n'en ont rien à faire. Pour les nazis, les paroles des opéras de Mozart sont, c'est plus que teinté, sont pestiférées de la pestiférence juive. D'accord? Et ça, c'est insupportable. D'un autre côté, c'est comme avec le Mashiach de Handel, et c'est même plus que ça, il est impensable, on ne peut pas ne pas présenter ces opéras-là. D'accord? Alors, les nazis vont chercher une traduction en allemand de ces opéras pour qu'au moins, quand on fasse écouter ces opéras au public allemand et au public autrichien, on mette une espèce de rideau entre le public et les paroles teintées de judaïsme. Alors, on trouve une traduction qui a été faite au 19e siècle, mais malheureusement, cette traduction a été faite par un certain Lévy. Non, ça ne va pas. Donc, on va chercher un véritable arien, pour ne pas dire un bon arien. On va chercher un véritable arien qui sait parler, qui comprenne l'italien impeccablement et qui soit un bon allemand et qui va traduire ces trois opéras de Mozart en allemand pour qu'on puisse faire écouter montrer ces opéras en allemand et non pas en italien, ce qui va se passer pendant les 12 ans où ils vont être au pouvoir en Allemagne et à partir de 1938 en Autriche. Et puis maintenant, on s'est occupé au niveau physique, on s'est occupé au niveau historique, et maintenant, il s'agit d'opérer la même chose au niveau sonore. Alors, Goebbels, qui était un type extrêmement intelligent et qui était le ministre de la propagande, il va faire un certain nombre de choses. La première chose qu'il va faire, à partir du moment où les nazis arrivent au pouvoir, il va commencer une campagne au cours de laquelle il va abaisser le prix des radios et par contre élever le prix des gramophones. Parce que surtout à l'époque, la radio, vous êtes obligé d'écouter la radio gouvernementale. Par contre, le gramophone, vous pouvez écouter les disques que vous voulez. D'accord? Donc ça ne va pas. En tous les cas, on préférerait que les gens aient moins la possibilité d'écouter ce qu'eux, ils veulent et qu'ils soient plus enclins à écouter ce que les radios gouvernementales proposent. Et c'est pourquoi, si en 1933, il y a près de 4 millions d'Allemands qui peuvent écouter la radio, en 1939, il y en a 10 300 000. D'accord? Et c'est comme ça que Goebbels dit que la radio, c'est l'instrument le plus important pour influencer les masses. OK? Alors, la première chose qui est très importante de comprendre, on va commencer quelque part par la fin, le jazz. Le jazz est, on va voir que leur relation au jazz est très particulière. Le jazz, au départ, est strictement interdit
par les nazis en Allemagne et puis ensuite dans les pays conquis. Encore que dans les pays conquis, ça va être aussi, on va voir que ça va être très complexe. Alors d'abord, ils l'interdisent totalement. Pourquoi? Alors la première réponse, évidemment, c'est que le jazz vient des États-Unis et en particulier des Afro-Américains, d'accord, des Noirs. Mais c'est pas que ça. D'une certaine manière, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est très important de le comprendre parce que c'est quelque chose qui est commun à tous les régimes totalitaires. D'accord? Quand on dit jazz, et même à l'époque, c'est pas encore le jazz moderne comme aujourd'hui, mais même à l'époque, quand on dit jazz, excusez-moi, on dit improvisation. Et qui dit improvisation dit « je sais d'où je pars, mais je ne sais pas où je vais ». Et ça, c'est quelque chose qui est absolument intolérable dans un système totalitaire, dans un régime totalitaire. Dans un régime totalitaire, non seulement vous savez d'où vous partez, mais vous savez aussi où vous arrivez. Un régime totalitaire ne peut pas admettre qu'un individu puisse, de lui-même, décider où il va, comment il ressent, il va décider comme ça, selon son ressenti, où est-ce qu'il va aller, comment il va aller, etc., etc. C'est impensable. D'accord? Donc, c'est quelque chose que nous allons retrouver non seulement en Allemagne nazie, mais on va le retrouver aussi pendant l'époque stalinienne, c'est évident. Et même après, on retrouvera des traces de ça par la suite sous régime bolchevique. Et puis, on va retrouver ça effectivement chez Mao. On va retrouver ça dans tous les régimes totalitaires. C'est vraiment un signe de régime totalitaire. Cette peur de tout ce qui est improvisation, aussi bien au niveau musical, c'est évident, mais même dans les autres arts. D'accord? C'est aussi une des raisons pour lesquelles la psychanalyse est interdite. D'accord? Parce que qui dit psychanalyse, c'est aller en profondeur en soi sans savoir ce qu'on va trouver. C'est une des raisons. On ne sait pas ce qu'on va trouver. On part à la recherche. OK? Donc, c'est pas du tout, c'est pas possible. C'est quelque chose qui est impensable dans un régime totalitaire. Donc, voilà. Donc, ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles le jazz est interdit. Maintenant, ils vont avoir un problème. Parce qu'à partir de 1936, 37, évidemment 38, mais déjà en 36, l'Allemagne commence à réarmer. Avec déjà la pensée de rentrer en guerre. D'accord? Qui dit réarmer, reconstruire une armée, en dépit du traité de Versailles, dit jeune. Une armée, c'est fait avec des jeunes, c'est pas fait avec des grands-pères de mon âge, d'accord? C'est fait avec des jeunes. Qui dit jeune, dit jazz, à l'époque, jazz, swing, etc., etc. Donc là, ils ont un sacré problème. Et c'est pour ça qu'à partir de ces années-là, on va commencer à assouplir cette loi. Mais attention, dans un cadre bien précis. C'est-à-dire qu'on va permettre le jazz, mais le jazz traduit. Par exemple, s'il y a des chants de Duke Ellington qui vont arriver en Allemagne, c'est du Duke Ellington traduit en allemand et surtout sans dire que c'est Duke Ellington. OK? Et je vais vous donner un exemple. En 1941, il y a un groupe de jeunes à Hambourg qui se réunit et qui va écouter du jazz américain dans l'appartement de l'un d'entre eux, toutes fenêtres et portes fermées dans une pièce, etc., etc. Malheureusement pour eux, il y a un voisin qui les entend et qui va les dénoncer au bureau de la Gestapo, je ne sais pas si c'est du quartier ou quelque chose comme ça. Alors, le chef de la Gestapo du bureau en question, il ne sait pas quoi faire avec ces jeunes.
Donc, il va écrire au bureau de la Gestapo de Hambourg, responsable de toute la ville de Hambourg. Et le chef de la Gestapo de Hambourg, il est bien embêté parce qu'il ne sait pas quoi faire. Pour vous faire d'une histoire longue, une histoire courte, la lettre demandant qu'est-ce qu'on fait avec ce groupe de jeunes arrive sur le bureau, ni plus ni moins, de Himmler, le chef des SS, d'accord? Et Himmler, sans aucune hésitation, écrit « camp de concentration ». Parce qu'ils ont écouté du jazz américain, ce groupe de jeunes, donc qui n'est pas encore en âge d'aller à l'armée, quoi, c'est des jeunes, quoi, ils ont entre 15 et 17 ans, sont envoyés en camp de concentration. Voilà, donc ça, c'est des trucs de propagande anti-jazz. Maintenant, au niveau de la musique artistique, classique artistique. Alors là, je vais vous faire écouter 2 morceaux et puis après, je vous demanderai de mettre vos, comment on appelle ça, vos micros parce que j'aurai une question à vous poser. Ben, déjà, bientôt, j'aurai une question à vous poser. Donc, on va d'abord écouter ça. Est-ce que vous entendez? Un instant. Normalement, vous devez entendre. J'aurais aimé que quelqu'un me dise si vous entendez. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous entendez? Un instant. Vous entendez? Vous pouvez me faire signe avec votre main si vous entendez? OK. D'accord, alors on continue. OK, alors on reprend et on continue. Malheureusement, je dois arrêter. C'est du Bach, c'est le concerto en ré mineur pour clavecin et orchestre. Ici, c'est joué au piano. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros? Vous arrivez à ouvrir vos micros? Ça dépend de Johan. Johan? Il n'est pas là, Johan. Non, apparemment, vous n'arrivez pas à ouvrir vos micros. Alors, attendez, je vais... Oui, c'est ça, concerto pour piano de Bach. Alors, ouvrez vos micros et j'ai des questions à vous poser.
Est-ce que vous avez l'impression d'un ensemble ici? Est-ce que vous avez l'impression que tous les gens sont en harmonie les uns avec les autres? Alors, si vous n'arrivez pas à me parler, écrivez. Comme ça, voilà. Est-ce que vous avez une impression d'harmonie? Est-ce que vous avez l'impression que si quelqu'un fait une fausse note, on va l'entendre? Que si quelqu'un est en retard ou est en avance, si les violons sont en retard ou en avance, si le piano est en retard ou en avance, est-ce qu'on va s'en rendre compte? Est-ce que vous pensez que tout ça, ça a une importance dans ce concerto pour piano? Alors là, je vois que j'ai une réponse. Oui, tout le monde, ici on m'écrit que oui, mais on ne remarque pas. Vous pensez que si le piano fait une erreur, il va jouer Do à la place de Fa, on ne va pas remarquer? Si, oui. Vous pensez que si le piano est en retard de 1 ou 2 secondes, on ne va pas le remarquer? Moi, je pense qu'on va le remarquer. Même si on n'a pas beaucoup d'oreilles, on va le remarquer. Moi, je pense qu'on va le remarquer. OK? Et s'il y a vraiment une fausse note, elle va être remarquée. Maintenant, regardez la différence avec ça, par exemple. Bon, j'ai pas envie que vous fassiez des cauchemars ce soir. Ça a été écrit en 1913. Ça paraît encore moderne, bien que ça ait plus de, excusez-moi, ça ait plus de 100 ans. C'est le Pierrot lunaire de ici, il n'y a pas d'impression d'ensemble. Effectivement, ici, il n'y a pas du tout d'impression d'ensemble. Ici, si quelqu'un arrive en retard, on ne s'en rend pas compte. Ici, si quelqu'un va jouer un Do à la place d'un Fa, personne ne va s'en rendre compte. Non seulement ça, mais le chant, c'est ce que Schoenberg, qui a écrit ça, a appelé c'est pas du chant, il appelle ça du Sprechgesang. C'est-à-dire que c'est la parole chantée, c'est-à-dire que c'est pas vraiment du chant, c'est pas vraiment de la parole, c'est pas non plus du récitatif, ça s'écrit même pas vraiment en notes. Et c'est vraiment, et d'ailleurs, moi j'ai entendu ça à plusieurs reprises, j'ai plusieurs interprétations ici. Chaque interprétation est totalement différente de l'autre, d'accord? C'est extrêmement, voilà, et ça, c'est quelque chose, c'est donc de la musique moderne qui n'est pas ce qu'on appelle tonale. Je ne vais pas rentrer dans les définitions de ce que c'est que tonale, mais c'est pas harmonieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impression d'ensemble. C'est un monde, c'est 1913, c'est un monde qui est en train de s'écrouler. C'est un monde dans lequel dans un an, c'est la Première Guerre mondiale. C'est un monde qui est en train de perdre ses repères. La Première Guerre mondiale, ça va être l'horreur totale. C'est un monde qui va… tout ce qu'avait fait la société au XVIIIe et XIXe siècle va s'écrouler complètement. Et l'Europe, d'ailleurs, va se retrouver totalement différente en 18 de ce qu'elle était avant. D'accord? Et puis, c'est le monde de la psychanalyse. C'est le monde où on découvre les choses très, très, très intérieures avec un côté très inquiétant de l'homme. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'un régime totalitaire ne peut pas accepter. OK? Donc, un régime totalitaire ne peut pas accepter l'improvisation. Il ne peut pas accepter tout art, et évidemment musique à l'intérieur de cet art, qui n'est pas harmonique, qui ne donne pas une direction clair au départ, dans lequel les rôles de chacun des protagonistes n'est pas donné. Chez Bach, chacun a son rôle. Chez Schoenberg, on ne sait pas. D'accord, le piano est d'un côté, la voix est de l'autre, la clarinette est encore d'un autre côté. C'est pas clair du tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'un régime totalitaire ne peut pas accepter.
Un régime totalitaire ne peut pas accepter que Do ne soit pas Do et Fa ne soit pas Fa. C'est pas possible. Dans un régime totalitaire, la hiérarchie est très claire. Ici, chez Schoenberg, eh ben, si c'est Do et si c'est pas Fa, eh ben, c'est pas très grave. C'est pas possible dans un régime totalitaire. Il faut que j'espère que vous comprenez ça parce que c'est très, 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 très important. D'accord? Bon, ça, on n'a pas le temps pour ça. Alors maintenant, alors Sam, attendez que je vois quelle heure il est parce qu'il faut que je termine à 7 heures. Non plus, on n'a pas. Si on a le temps, je reviendrai là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, les nazis, comme musique? Alors, ce qu'ils veulent, alors, autre chose dont ils ont très peur, c'est toute musique intime. D'accord? La musique de chambre, par exemple. Les ensembles, les petits ensembles, par exemple un quatuor ou un quintet, ou un instrument seul, ou une voix seule, ou un duo, ou un trio, ça, ils n'aiment pas. Parce que, de nouveau, qui dit petit ensemble, dit quelque chose d'intime. Qui dit intime, dit rentrer en soi. Et ça, c'est pas possible. D'accord? Je vous rappelle, dans le régime staliniste, les appartements où il y a une famille par pièce, on ne veut pas que la famille soit seule. D'accord? C'est pas possible. Il faut toujours qu'il y ait des gens autour pour pouvoir contrôler. Et c'est pareil sous régime nazi. Il faut toujours, toujours, toujours qu'on puisse contrôler. Il ne faut pas qu'il y ait d'intimité. OK? C'est pour ça aussi que les jeunes sont, dès l'âge de 10 ans, sont dans les jeunesses hitlériennes. C'est extrêmement important parce qu'il faut toujours qu'il y ait un contrôle. Alors, par contre, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout ce qui est grandiose. D'accord? Tout ce qui est grand, tout ce qui est immense, tout ce qui est glorieux. Alors, voilà, par exemple, ici, le monumental, l'héroïque, le plein de force, monumentaliser les arts, d'accord? C'est quelque chose dont Hitler parle énormément. Des mots qui reviennent tout le temps dans le vocabulaire nazi, je vous ai écrit, c'est le sublime, le grand, le monumental, les grands orchestres, les forces énormes, comme le genre symphonique, l'héroïque, etc., etc. L'art a une mission sublime de nous porter, de porter l'obligation au fanatisme. D'accord? Alors, par exemple, il faut construire pour les grandes cérémonies à Nuremberg, ils font construire le plus grand orgue du monde. Et cet orgue va jouer pendant alors justement, l'orgue en général, c'est pour l'église. Et eux sortent l'orgue de l'église, l'introduisent donc sur comment on appelle ça, le stade de Nuremberg où ont lieu leurs grandes cérémonies païennes, d'accord, pour donner justement un élément religieux à ces cérémonies païennes. Je vais vous faire écouter un tout petit extrait parce qu'après, pendant la guerre, l'orgue a été bombardé, donc on n'a qu'un seul enregistrement de cet orgue, mais c'était l'orgue le plus grand du monde.
de Nuremberg, qui a donc été bombardée pendant la guerre et qui a été qui n'existe donc plus. Voilà, et donc il avait 16, voilà, je me souvenais plus exactement, 16 013 flûtes. C'est énorme, c'est un truc, c'est… Bon, alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, ils veulent, je vous ai dit, cette espèce d'énorme musique. Et je ne vais pas vous faire écouter de la musique nazie quand même. De toute façon, je ne fais jamais écouter, d'autant plus qu'en général, ces conférences-là, je les fais à Yad Vashem. Si je fais écouter de la musique nazie à Yad Vashem, on va me mettre dehors. Donc, je n'ai pas envie de perdre mon travail. Alors, voilà. Donc, puis de toute façon, c'est hors de question. Par contre, alors, il y a donc de la musique grandiose, des grandes symphonies, machin truc. Et puis, et ça, c'est extrêmement important, des chants. Le chant. Il y a des historiens qui disent deux choses. Ils disent qu'en fait, on peut parler d'une dictature de chant. On ne peut pas comprendre le succès du régime nazi si on ne comprend pas l'utilisation que les nazis ont fait du chant. Il y a des chants partout et tout le temps. D'accord? C'est extrêmement important de comprendre ça. Les gosses chantent au jardin d'enfants, à l'école, au mouvement de jeunesse, partout, ils chantent. On chante à l'usine, on chante à l'armée, on chante à la Wehrmacht, on chante au SS, on chante partout. Et dans ces chants, comme Luther avait fait dans l'église luthérienne, on transmet les messages. D'accord? Et évidemment, beaucoup des chants reprennent les airs, ce qu'on appelle contrafacta, reprennent des airs connus, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des chants qui vont avoir de nouveaux airs, mais beaucoup de chants se basent sur des airs connus, donc c'est très facile de les apprendre. Donc là, je vous ai mis un certain nombre de chants. Nous sommes l'armée de la swastika, nous montons les drapeaux rouges parce que nous sommes nous ouvrons le chemin à la liberté pour les ouvriers allemands. Nous, les national-socialistes, nous haïssons les juifs et les marxistes. Longue vie à la révolution allemande, etc., etc. Alors ça, c'est un chant qui a été très, très connu, évidemment. Je suppose que vous le connaissez. Aiguisez vos longs couteaux sur les trottoirs et que ces couteaux rentrent dans le corps des Juifs. Le sang doit couler de manière extensive. Et nous allons… vous m'excuserez, chier sur la liberté de cette République des Juifs, etc., etc., etc. Voilà, et puis évidemment, Deutschland über alles, le Horst Wessel-Lied. Et alors, ce qui est très important, et ça, alors j'ai encore 5 minutes, ce qui est très important, et pour nous francophones, je tiens à le signaler, et avant ma conclusion, je voudrais le rappeler, les Allemands n'ont pas… donc, ces chants donc, sont appris partout, et évidemment sont chantés quand il y a des centaines de milliers d'Allemands qui se retrouvent à Nuremberg, et quand il y a les réunions des Hitlerjugend, etc., etc. C'est extrêmement important de comprendre ça. Mais ce n'est pas eux qui ont inventé ça. Celui qui a inventé ça, c'est Robespierre. Vous savez qu'il y a eu la fête de l'être suprême le 8 juin 1794 sur la place du Champ de Mars, qui était à l'époque, là où il y a aujourd'hui la Tour Eiffel, qui était à l'époque en dehors de Paris. Ce jour-là, il y a 500 000 Français. À l'époque, je crois qu'il y avait 25 millions de Français. Donc, 500 000 Français, c'était énorme. Qui sont venus sur la place du Champ de Mars. Ce qui est peu connu, c'est qu'un mois auparavant, Robespierre était allé dans ce qui était à l'époque, enfin, ce
qui était le Conservatoire national de Paris. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, et qui était nouvellement créé. Et il avait demandé à tous les étudiants du conservatoire et tous les profs, l'un avec son violon, l'autre avec son luth, etc., de partir sur les routes de France et d'aller dans toutes les casernes, les villages, etc., et les villes, et d'enseigner au peuple de France un certain nombre de chants révolutionnaires. Et le jour du 8 juin 1794, il organise un certain nombre d'orchestres, d'instruments à vent sur le champ de Mars. Et ces orchestres savent qu'à heure fixe, ils doivent commencer à jouer tel chant révolutionnaire. Et donc, ces 500 000 personnes, à une époque où il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'électricité, etc., vont entonner ensemble tel chant révolutionnaire à telle heure. Et c'est on a des récits de ça, la sensation de force que ça a donné. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, surtout pour l'époque, 500 000 personnes. Et pour Robespierre qui se tient en haut de cette petite colline, 500 000 personnes qui respirent ensemble, qui disent la même chose ensemble, qui chantent la même chose ensemble, qui pensent la même chose ensemble, d'accord? Et c'est ce que les nazis vont reprendre. Et les nazis vont rajouter un autre phénomène, ça va se passer la nuit avec les flambeaux, ce qui donne encore un caractère encore plus extraordinaire à la chose, d'accord? Et tout ça, ça fait, c'est pendant quelques minutes, les gens sont fixés autour d'une chose, respirent en même temps, pensent la même chose. C'est une sensation de force et de domination sur cette foule qui est absolument extraordinaire, fantastique pour quelqu'un qui est dictateur. Et c'est ça qui se passe. D'accord? La semaine prochaine, on va voir les orchestres dans les camps de concentration et d'extermination. Et en fait, dans ces deux conférences, la grande question, et on va continuer à en parler la fois prochaine, une des choses qui, c'est pas la seule, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, on pourra en parler la semaine prochaine, qui différencie le génocide, la Shoah des autres génocides, c'est que la Shoah a été perpétrée par un des peuples les plus éduqués, culturés qui existaient à l'époque. D'accord? On a commencé justement par le fait que la plupart des grands musiciens de la culture occidentale étaient allemands et autrichiens. Et c'est justement ce peuple-là qui va organiser la Shoah et qui va détourner, manipuler la musique comme il la manipule. Donc, on va continuer avec ça la semaine prochaine et on va continuer à parler de ça la semaine prochaine parce que, en fait, ce que la Shoah nous apprend, c'est que la culture, le savoir, toutes ces choses-là, c'est absolument, non seulement c'est pas un rempart, mais comme l'ont dit un certain nombre de personnes, il y a des fois où ça a même servi de prétexte pour l'horreur. D'accord? Donc, si vous le voulez bien, on continue la semaine prochaine et je vous remercie d'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Toda Rabba Tamar. Et les questions, on va les garder pour la semaine prochaine. Comme c'est un peu la suite, on pourra poser des questions. Toda Rabba.